La CNACIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Imo. Merci de nous retrouver pour cette émission à la fois didactique mais agréable, puisque nous sommes avec Jean-Yves Frappin, le secrétaire général de la CNACIM, la Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier. Jean-Yves Frappin, bonjour. Bonjour. Quel Fabienne. plaisir de vous retrouver, parce que les sujets ne manquent pas. Vous êtes un bon poste d'observatoire pour tout ce qui touche les agents commerciaux, et entre l'actualité réglementaire, les pratiques, il y a des mises à jour et des recadrages à faire. On va parler ce mois-ci du portage salarial. Alors, de manière générale, ça existe dans l'économie française, c'est même sur le site du service public. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, le portage salarial, c'est une relation contractuelle tripartite dans laquelle un salarié porté d'une entreprise de portage salarial effectue une prestation pour le compte d'entreprise cliente. D'une part, un contrat de travail est établi entre le salarié porté et l'entreprise de portage salarial. D'autre part, un contrat commercial est établi entre l'entreprise de portage salarial et l'entreprise cliente. Alors maintenant, la définition étant posée, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est permis et interdit? Je me tourne vers Jean-Yves Frappin. Quel est votre regard sur le portage salarial, Jean-Yves Frappin? Eh bien, il est le même que les autres organisations syndicales de l'immobilier, que ce soit les prises d'opposition qu'ont faites la FNAIM, le SNPI, l'UNIS et bien sûr la CNACIM, voire même le CNTGI, qui a pris une position ferme là-dessus, ainsi que certaines réponses de la DGCCRF que les gens ont questionné. Au moins, il y a unanimité, déjà. Il y a unanimité, sauf pour les sociétés de portage salarial. Alors, pourquoi? Où est-ce que le bas blesse entre ce qui se fait, ce qui doit être fait, ce qui est permis? Alors, déjà, il faut revenir à l'article 4 de la loi Hoguet, qui dit qu'à partir du moment où un négociateur n'est pas salarié, alors c'est là où il y a un petit peu une ambiguïté, n'est pas salarié, ça aurait dû mettre d'un agent immobilier, mais enfin bon, c'est pas mis, il doit s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Donc, c'est quand même clair. Donc, s'il n'est pas salarié de l'agence immobilière, il doit être un indépendant, profession libérale, agent commercial en immobilier. Bon. À partir de là, c'est un travailleur indépendant. Il peut être en micro-entreprise, il peut être au BNC, bénéfices non commerciaux. Passer un certain montant de chiffre d'affaires, il est conseillé de le faire. Et il peut être aussi en EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Il n'a pas le droit d'exercer en société morale, en SASU, en EURL, etc. Bon, puisque la carte professionnelle, l'habilitation professionnelle, qu'on appelle aussi la carte de collaborateur, elle est définie à une personne physique. Ça a été dit et rappelé plusieurs fois, clairement. Bien. Par contre, vous avez donc des sociétés de portage qui sont régies par le décret du 2 avril 2015 qui dit qu'il y a la possibilité de faire de porter des salariés pour des missions ponctuelles et plus ou moins longues. Maximum, c'est 3 ans. Bon. Et ça a été fait pour des gens qui font du consultant en dehors de leur activité ou qui prennent une mission pour 3-4 mois, qui souhaitent garder une position de salarié, etc. Et en plus, les sociétés de portage doivent respecter les conventions collectives de l'activité du porté, ce qui est donc aussi très important. Dans le domaine de l'immobilier, comment voulez-vous qu'un agent commercial qui est régi par les articles 134.1 et suivants du Code du commerce, qui est une profession libérale, puisse être porté? Non. Déjà, pour commencer, là, il y a un petit problème. Alors, deuxième chose, c'est que comment la société de portage va toucher les commissions qui sont destinées à l'agent commercial. Il est bien défini dans le décret
du 2 avril 2015 sur les sociétés de portage que celles-ci ne doivent exercer que des activités de portage salarial et sans aucune autre activité. Donc, il ne peut pas être agent immobilier et faire une facture. Parce que vous le savez comme moi, la loi Hoguet dit qu'on peut donner des honoraires ou des commissions à condition d'avoir une carte professionnelle ou une habilitation professionnelle. Bon, ça, c'est la loi qui le dit. Ouais. Donc, comment voulez-vous qu'un agent immobilier verse une commission qui est due à son agent commercial? Parce que le contrat, il est avec son agent commercial, il n'est pas avec la société de portage. Et percevoir ses commissions. Donc là. Alors, pour détourner ça, eh ben, c'est très simple. Vous avez je dis bien certaines sociétés de portage qui disent à l'agent immobilier, bah, écoutez, quand vous allez à la CCI, vous allez le déclarer en tant que salarié. Or, vous savez très bien qu'à partir du moment où on embauche un salarié, il y a ce qu'on appelle le document de pré-embauche à l'URSSAF qui doit être fait. Voilà. À partir du moment où on fait un document de pré-embauche, bah, il est salarié, on doit payer au moins le montant salaire des conventions collectives. D'accord. Ok. Bon. Et là, c'est un faux qui est fait. Ouais. C'est important. Ensuite, un usage de faux. Ouais. Attention, ça fait mal. Bah oui. Donc, ils n'ont pas conscience, en fin de compte, qu'en faisant une fausse déclaration, eh ben, ils tombent sur le coup du pénal. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher. C'est tout. Un petit mot, si vous le permettez, on change de sujet, parce que négocier, sur votre blog, sur le site de la CNESIM, on trouve énormément d'explications. Et voilà, comme le dit Jean-Yves Frappin, il ne faut pas se tromper, parce qu'ensuite, quand vous êtes sous le joug de la loi, c'est trop tard. Négocier, ça paraît évident quand on s'en parle, c'est la fonction de l'agent commercial, mais est-ce que tout le monde met la même chose dans ce terme-là? Négocier, qu'est-ce que ça signifie? Bah, dans l'immobilier, l'agent commercial en immobilier travaille au nom et pour le compte d'une agence immobilière qui est régie par la loi Hoguet. Donc évidemment, le barème des honoraires doivent être affichés, que ce soit sur les fiches internet, sur les sites internet, ou que ce soit en fin de compte sur les vitrines. Et l'agent commercial, lui, doit respecter le montant de ses honoraires définis par l'agent immobilier. Ouais. Après, la négociation, bah, ça fait avec le vendeur et l'acheteur. Il est bien sûr que dans la pratique, il ne peut pas négocier le montant des honoraires puisqu'ils sont fixés par l'agent immobilier et il doit les respecter. Ça c'est la loi Hoguet. Par contre, l'agent commercial a la possibilité, pour faire plaisir à un client, de lui ristourner une partie de sa commission, puisqu'il est entreprise individuelle, enfin pour travailleurs salariés. Donc, à partir du moment où il touche une commission, mettons, je sais pas moi, il y a des honoraires, mettons, de 10 000 euros qui sont versés au moment de l'acte notarié à l'agent immobilier. Là-dessus, le commercial, enfin l'agent commercial perçoit, mettons, 60% de ces 10 000 euros, ce qui fait donc 6 000 euros, pardon. Bah, s'il a promis à son acquéreur en disant, bah, monsieur, voilà, si vous faites affaire avec moi, je vous retournerai 1 000 euros, par exemple. Tout ça, c'est permis. Ouais. Ça, c'est permis. Par contre, ce qui n'est pas permis, c'est qu'il touche, il baisse le montant des honoraires de l'agence immobilière, parce que ça, c'est la répression des fraudes qui risque de tomber dessus, sur l'agent immobilier et non pas sur l'agent commercial. Il y a une partie de pratiques dévoyées, parfois c'est par ignorance, parfois c'est peut-être par calcul, mais c'est difficile de connaître toutes les dimensions de la loi. Ben, c'est pour cette raison que la loi dit qu'on doit se former 14 heures un minimum par an, 42 heures sur 3 ans. Tous les syndicats professionnels disent que c'est pas assez. Bon, à l'époque, nous avions tous, en 2013, au moment de l'élaboration de la loi Allure, nous avions tous demandé qu'il y ait une formation initiale avant de démarrer l'activité. Ouais.
Ça n'a pas été retenu par Madame Duflot. Elle est partie sur une formation continue. Bon, nous en sommes toujours là et nous réclamons que un individu qui veut commencer à faire son activité doit au moins, je dis bien au moins, faire une semaine, une trentaine d'heures, si vous voulez, de formation avant de commencer son activité, et donc une formation certifiée par un QCM. Nous avons de 356 QCM, puisque nous avons donc nos formations qui sont en ligne, que la CNACIM propose, des formations en ligne, à distance, etc. Nous avons à peu près 186 vidéos qui traitent tous les sujets de ce qu'oblige la loi Allure, et c'est sanctionné par un QCM. Et bon, il y a différents niveaux. Quelqu'un qui répond à 70%, il peut déjà démarrer en tant qu'agent commercial. Celui qui a 80%, il peut encadrer une équipe d'agents commerciaux. Et la personne qui fait plus de 90%, elle est apte à être un agent immobilier. Avant que vous souhaitiez conclure sur quelque chose, je n'ai plus qu'à vous remercier, Jean-Yves Frappin, la CNACIM. Il en est le secrétaire général de la CNACIM qui représente, conseille, défend les agents commerciaux en immobilier auprès du législateur et autres institutions. Eh bien, on sent bien que c'est un univers très vaste, mais la CNACIM est là pour donner le cap et permettre aux différents agents commerciaux de faire leur activité sans souci et dans la règle de l'art. Merci Jean-Yves Frappin pour cet entretien. Merci Fabienne. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir suivis. La CNACIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.